Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Le nouvel Eldorado du football se trouve en Chine. Là-bas, la frénésie pour le ballon rond gagne à la fois les supporters mais aussi les investisseurs. Ainsi, c'est en Chine qu'on trouve le joueur le mieux payé du monde, devant Ronaldo et devant Messi. Pareil pour la plus grande école de football au monde que vous allez découvrir dans ce reportage. Bref, la Chine, après s'être tenue à l'écart de ce sport qui a conquis presque toute la planète, est en train de devenir un acteur majeur avec une volonté politique, économique et nationaliste. D'ici à ce que la Chine remporte la Coupe du Monde, il y a encore un pas, mais quand on voit les moyens qui sont déployés, on se dit qu'un jour, sans doute. Le foot à la mode chinoise, reportage d'Antoine Védéier, correspondant de France 24 en Chine. C'est une soirée de gala. L'ouverture du championnat chinois de football. 30 000 supporters rassemblés dans le stade, une marée bleue venue encourager l'équipe du Shanghai Shenhua. L'un des clubs les plus populaires de Chine. Le Shenhua, c'est le champion, c'est le meilleur ambassadeur du foot en Chine. Il y a une super ambiance, je pense qu'on n'a rien à envier à un stade européen. Surtout depuis que des stars internationales ont signé au club. La plus célèbre d'entre elles, l'attaquant argentin Carlos Tevez. Pour le convaincre de rejoindre Shanghai, le club lui offre un salaire de 38 millions d'euros par an. C'est le joueur le mieux payé au monde. À Shanghai, mais aussi à 1500 km de là, à Tianjin, une poignée de milliardaires flambent leur fortune dans le football. De nouveaux clubs apparaissent chaque année, d'autres changent de nom, sitôt rachetés par des magnats de l'immobilier ou des capitaines d'industrie. Tianjin a enregistré l'arrivée du Belge Axel Witsel et du Brésilien Pato. Montant des salaires, 18 et 10 millions d'euros annuels. Avant tout, je veux remercier le président et l'entraîneur pour m'avoir fait venir. Je suis vraiment content d'être là. L'homme qui signe les chèques, c'est lui, Xu Yurue. Il est à la tête de Chuanjian, un groupe pharmaceutique qui pèse plus d'1 milliard d'euros. Ses moyens sont illimités. Je suis fan de foot depuis de nombreuses années. En tant que supporter, je me suis toujours demandé ce que je pourrais faire pour aider le football chinois. Avant, je n'avais pas les moyens, mais désormais, depuis une dizaine d'années, je peux me le permettre. Moi, je n'ai pas de budget. Si je veux un joueur, je l'aurai coûte que coûte. La Chine déroule le tapis rouge à ses joueurs étrangers qui ont accepté d'évoluer loin des projecteurs des grands championnats européens, attirés par l'appât du gain, en attendant que d'autres stars du ballon rond se lancent aussi dans l'aventure. Je vois que la Chine a cette ambition de professionnaliser son football de jour en jour et je pense que le pays peut y parvenir, ce serait vraiment merveilleux. En Chine, on investit dans le football pour faire plaisir au président. Xi Jinping est un grand fan de foot. Dès qu'il le peut, il se met en scène, balle au pied, ou avec une star internationale comme ici avec Kun Agüero, l'attaquant de Manchester City. Je suis un fan de foot. Le foot chinois fait beaucoup d'efforts depuis longtemps, mais jusqu'à présent, on n'a participé qu'une seule fois à la Coupe du Monde. Une humiliation pour la deuxième puissance économique mondiale. Alors Xi Jinping a fait du développement du football une priorité nationale. Une planification sur 10 ans, comme seule la Chine sait faire. Le tout-puissant président chinois a même fait un vœu. Organiser la Coupe du Monde en 2030 et la remporter dès que possible. À l'université du sport de Shanghai, le professeur Liu Dongfeng suit de près l'engouement récent du pouvoir pour le ballon rond. Il voit le football comme le nouvel outil du soft power chinois. Le football est largement lié à la politique. Et ça a beaucoup à voir avec la fierté nationale, vous savez. Ça fait aussi partie de la façon dont le président voit le rêve chinois. Devenir une superpuissance du football, c'est un rêve. En d'autres termes,
Ça doit aider la Chine à être à nouveau une grande nation. Pourtant, en Chine, le football ne serait pas une passion récente. Le sport le plus populaire au monde serait né ici, à Linzhi, une petite ville de l'est du pays, il y a plus de 2000 ans. Pour le prouver, les autorités ont ouvert ce musée l'an dernier. Ici, il y a une reproduction d'une partie de football que l'on appelait alors Suzhu. À l'origine, le Suzhu était une activité traditionnelle pratiquée par le peuple, puis progressivement, c'est devenu un loisir prisé, même de l'empereur. Le Suzhu, apparu vers 400 avant Jésus-Christ, serait donc l'ancêtre du football. Dans le musée, l'histoire défile. Les premiers crampons. Ici, le processus de fabrication du ballon avec des lambeaux de cuir. Et là, derrière cette vitrine, les premiers dribbles qui répondent à des noms bien poétiques. Voilà les gestes du Suzhu. Là, c'est la figure dite du retour de l'hirondelle. Et là, la fleur de lys balayée par les vents. Puis, sous ces portraits d'anciens hauts dirigeants de la Fédération internationale de football, une pièce plus moderne, le joyau du musée. Une plaque signée de la main de Sepp Blatter, l'ancien président de la FIFA, reconnaissant officiellement Linzhi comme le berceau du football. De quoi flatter la fibre nationaliste des visiteurs. Tous les Chinois savent bien que le football a été inventé à Linzhi. C'est bien connu. La propagande le rappelle régulièrement. Comment pourrait-on ne pas le savoir? Le football aurait été inventé à Linzhi. Pourtant, il n'y a pas un carré de pelouse à l'horizon. Mais les choses changent à toute vitesse. Un terrain de foot va bientôt sortir de terre et la ville aura ici son académie dédiée au ballon rond. Wei Dang est à la tête du projet. Il attend 600 joueurs dès cet été. Dortoirs, terrain d'entraînement, salle de classe. Cette structure est l'une des 20 000 écoles de foot qui doivent voir le jour en Chine d'ici 3 ans. Ordre du président. Nous suivons la volonté du président Xi Jinping. Les Chinois adorent le foot, donc nous faisons tout pour développer ce sport. Nous mettons en œuvre la politique de l'État en faveur du football. À Linzhi, mais aussi à Shanghai, dans tout le pays, des rectangles verts poussent à vitesse grand V. Les chiffres donnent le tournis. À terme, l'empire du milieu vise un terrain de football pour 10 000 habitants. La capitale du football en Chine, c'est Guangzhou, au sud du pays. La 3e plus grande métropole chinoise accueille un établissement exceptionnel. Dans un décor de contes de fées, un château et son parc gigantesque. 65 hectares de terrain, plus de 20 000 mètres carrés d'infrastructures, la plus grande école de football au monde. Zhongle, lève-toi, dépêche-toi. 6h30, la journée commence. Les pensionnaires sont déjà en tenue ici, on vit et on dort football. Zhongle a 11 ans, il est l'un des espoirs de cette académie. Le programme mêle enseignement scolaire et foot. D'abord, on va aller à la cantine pour petit déjeuner. Après, on va assister au premier cours d'anglais du matin. Ensuite, on a 2 autres cours, puis on va à l'entraînement. L'académie a ouvert il y a 5 ans. Une fabrique à champions qui accueille 2600 pensionnaires âgés de 7 à 17 ans. À la cantine, Zhongle surveille déjà son alimentation comme un vrai professionnel. Il faut que je mange du bœuf et pas de nourriture grasse. Je ne dois pas non plus boire de boissons gazeuses, mais plutôt du lait. Avant de rejoindre l'entraînement, les enfants doivent passer par la salle de classe. Garçons et filles mélangés. Au programme pour débuter, 1 heure de cours d'anglais. Matière indispensable pour qui aspire à une carrière internationale. Zhongle a bien retenu la leçon. C'est très important parce que quand je serai grand et que j'irai jouer des matchs à l'étranger, je pourrai communiquer en anglais avec les gens sur place.
Après l'école, tous les jours pendant 2 heures, les enfants chaussent les crampons. Je vais faire tout mon possible pour devenir un joueur professionnel et intégrer l'équipe nationale. J'aimerais que moi et tous les autres, on puisse jouer ensemble la Coupe du Monde. Puis plus tard, si je le peux, je jouerai en Allemagne, à Dortmund. Pour chaque enfant, la scolarité s'élève à 8 000 € l'année. Une fortune en Chine. Mais à ce prix-là, Zhang Le et ses copains ont droit à l'excellence. 24 entraîneurs venus du Real Madrid pour faire d'eux de futures stars du ballon rond. José Artieta a été recruté il y a 3 ans. Sa mission, il le sait, est immense. Former des joueurs capables de remporter la Coupe du Monde. Le plan de la fédération et du président est un plan sur le long terme. C'est important de comprendre que le football et le développement du football, ça prend du temps. Aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer qu'un pays comme la Chine, qui n'a pas de culture du foot, puisse gagner une Coupe du Monde. Mais on verra, le train est en marche. Pour y parvenir, la Chine dispose de moyens quasi illimités. L'école ici a coûté plus de 160 millions d'euros. Le prix à payer pour que d'entre ses murs éclose une star chinoise. Cette statue est là pour inspirer nos élèves, pour qu'ils deviennent de grands joueurs, qui pourront se battre sur le terrain et atteindre de bons résultats. Liu Jiangnan, le directeur de l'école, prend très au sérieux le mot d'ordre du président Xi Jinping. Si un pays est fort en sport, il est fort partout. Notre niveau en football ne correspond pas à la grande nation sportive que nous sommes, ni à la puissance économique que nous sommes. Donc notre grand peuple veut voir un niveau de foot à la hauteur de la grandeur de notre pays. Guangzhou n'a pas que cette école pour redorer le blason du football chinois. Le club local est champion du pays depuis 6 ans, sans interruption. Mais aujourd'hui, les supporters ont d'autres exigences. Moi, je pense qu'il faudrait diminuer le nombre de joueurs étrangers petit à petit. Parce qu'après tout, nous sommes dans un championnat chinois. Il faut qu'on forme plus de joueurs chinois pour que dans le futur, notre équipe nationale soit meilleure. Message entendu par le propriétaire du club qui, il y a quelques semaines, faisait une promesse historique. Nous nous sommes fixé un objectif, qu'en 2020, tous les joueurs de notre équipe soient chinois. La Chine du foot entame tout juste sa révolution. Le pays se rêve en superpuissance du ballon rond. À Guangzhou, Zhang Le s'y prépare déjà, car le président Xi Jinping l'a prophétisé, l'ouverture de la Chine au football passera par les enfants. En plateau avec nous, Antoine Védéier qui a réalisé ce reportage. Vous êtes le correspondant de France 24 en Chine. Bonjour Antoine. Bonjour. Pourquoi le football est à ce point un enjeu politique même en Chine ? Déjà, on l'a vu parce que le président Xi Jinping est un grand fan de foot. Vous savez, en Chine, dès qu'il est question de football, la presse officielle, la presse d'État aime à rappeler que Xi Jinping est lui-même un joueur de foot, qu'il jouait dans l'équipe de son école quand il était jeune et qu'il lui arrive même encore aujourd'hui, malgré le décalage horaire, de veiller tard le soir pour regarder des matchs de foot à la télé. Et c'est lui qui porte quasiment à lui seul, sur ses épaules, ce projet de développement du football. Il veut que la Chine compte dans la géopolitique du sport. Et vous l'avez dit, le football, c'est le sport le plus populaire au monde. Et donc, un grand pays comme la Chine doit forcément être une grande nation du foot. Alors, ce développement se fait aussi sur un aspect économique. Il y a ces clubs qui investissent en Chine, mais il y a aussi des intérêts chinois qui investissent dans le football dans le monde entier, en Europe notamment, et même ici en France. Oui, il y a 2 points importants. Déjà, en Chine, quand on construit des écoles de foot, quand on construit des terrains, quand on construit des stades, ça génère de la croissance. Et l'objectif affiché, il est clair, c'est que d'ici 2025, donc d'ici un peu moins de 10 ans, les dépenses liées au football en Chine doivent atteindre 1% du PIB chinois. Donc c'est colossal. Tout est archi-planifié. Hein. Tout est planifié. C'est la Chine qui fonctionne comme ça. Et effectivement, au niveau des investissements, le président chinois a réussi à mobiliser autour de lui tous les acteurs économiques majeurs du pays pour qu'ils investissent donc dans le football
en Chine, mais aussi en Europe. En France, il y a Lyon, il y a Sochaux, il y a Auxerre. En Italie, il y a des capitaux chinois dans ces clubs. Il y a des capitaux chinois. En Italie, on a les 2 clubs de Milan. En Espagne, on a le club de l'Atlético Madrid. Et ces clubs sont passés tout ou partie, en tout cas, sous pavillon chinois. Et l'objectif, il est double. D'un côté, ça permet à des entreprises, à des sociétés chinoises de pénétrer le marché européen. Et la contrepartie, c'est que des formateurs, des entraîneurs de foot doivent venir en Chine pour apporter leur savoir-faire en matière de football. Alors, est-ce que les Chinois, eux, se mettent au foot? C'est plus difficile. En Chine, historiquement, les Chinois sont plus fans de basket ou de sports dans lesquels la Chine obtient de bons résultats. Je pense au badminton, au ping-pong ou encore au plongeon, à la natation. Il n'y a pas en Chine de culture du football. On ne voit pas les gens jouer au foot dans la rue, on ne voit pas des gens qui portent des maillots ou des survêtements de club. Et ça se ressent dans les stades. Il n'y a pas de réelle ferveur, à part dans 2 ou 3 clubs du pays, notamment à Shanghai, on le voit dans le reportage. Les stades sont aux 3/4 vides, il n'y a pas d'ambiance. Alors, réponse courte, est-ce que le rêve de la Chine, d'organiser peut-être, mais de gagner un jour la Coupe du Monde, est-ce que ce rêve est accessible ? Ce sera très difficile. La Chine n'a participé qu'une seule fois à la Coupe du Monde, c'était en 2002. Elle n'a quasiment plus aucune chance de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde l'année prochaine en Russie. Et pour vous donner un exemple flagrant, au classement de la FIFA, qui fait référence, la Chine est derrière des pays comme l'Ouganda, les îles Féroé ou encore la Syrie. Oui. Pour une grande puissance comme la Chine, c'est effectivement un peu humiliant sans doute. Merci beaucoup Antoine Védéier, donc correspondant de France 24 en Chine. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.